Hello, poor people. Bonjour les amis. Donc, guerre en Ukraine, propagande US et ainsi de suite. Vous ne pouvez plus ouvrir un média où il n'y ait pas le drapeau ukrainien. C'est les méchants russes qui attaquent les gentils occidentaux et ainsi de suite. On en arrive à une rhétorique de la guerre de 14-18 où tous les Allemands étaient des monstres absolus et tuer un prisonnier allemand, etc., eh ben, c'était une bonne chose. On en était arrivé à ça. Là, on est dans une situation similaire. Alors, je voudrais parler des crimes américains, des coups fourrés américains. Je ne peux pas parler de tout parce que ça me prendrait des heures et des heures. Je ne vais pas parler du massacre d'1 million de Philippins au tournant du XXe siècle qui s'étaient révoltés contre la présence des Américains. Euh, Il y a un certain nombre de choses que j'ai choisies. Le 11 septembre, on peut passer vite là-dessus. C'est toujours la rhétorique du terrorisme, j'y reviendrai. Euh, alors, je vais commencer par le canal de Panama, construit, creusé, pardon, construit, creusé, oui, euh, entre 1881 et 1888 par Ferdinand de Lesseps, qui avait déjà construit le canal de Suez. Et nous avons affaire en France à un immense scandale de corruption, comme les députés, actionnaires et autres de la Troisième République en avaient l'habitude, détournement de fonds. Et donc les actions de Panama s'effondrent et des centaines de milliers de petits actionnaires perdent leur argent. Ça, c'est un autre problème. Donc ce canal est construit dans un pays qui s'appelle à l'époque la Colombie. La région, l'isthme s'appelle l'isthme de Panama, mais c'est la Colombie. Et donc, ce qui va se passer très rapidement, comme c'est une voie de péage maritime pour passer de l'Atlantique, comme vous le savez, au Pacifique, grâce à un système d'écluses, eh bien, les Américains vont se dire, ah ah, monnaie, dollars, il faut qu'on aille foutre le bordel pour s'emparer du canal de Panama. C'est plein de pognon. Donc, ils vont aller demander d'abord, ils vont négocier avec la Colombie pour racheter le canal. Pour une bouchée de pain, la Colombie refuse. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont prendre un leader local et ils vont essayer de faire le bazar pour que ce pays devienne indépendant. Ils vont soutenir l'indépendance de la région pour qu'elle soit indépendante de la Colombie. Alors je résume vite. Ils vont faire venir, j'avais noté, un ingénieur qui s'appelle Hay, qui est un ingénieur américain et un diplomate français, dont je n'ai plus le nom là en tête. La ville, je crois qu'il s'appelle, un des deuxièmes, son nom. Et ce Français et cet Américain vont signer tout simplement un faux contrat en disant que ce canal est maintenant sous gestion américaine ou sous gestion de société américaine. Évidemment, la Colombie n'est pas contente, perte d'argent, etc. Et ils vont organiser le bazar jusqu'à ce que donc ce pays, cette région se détache de la Colombie. Et ça, ils vont faire pendant, depuis 150 ans. Ils font ça dans leur environnement immédiat, plus ou moins immédiat. Ils ont volé la Californie au Mexique, comme vous le savez, au 19e siècle. Et c'est tout à fait courant
de la part des États-Unis. Donc, que je note un peu, juste pour avoir les dates, 1948, ben, ce qui va se passer, c'est que ils vont voter, manipuler les votes en Italie. Je passe toutes les magouilles bancaires de la Deuxième Guerre mondiale où, via la Suisse, ben, on a financé à la fois les nazis et les alliés et le plan Marshall et tout ça, qui a rapporté énormément de dollars. On ne peut pas tout faire, je viens de le dire. J'espère que je ne vais pas revenir en arrière. Ben, j'ai parlé donc des Philippines, j'ai parlé de Panama. Bon, il y a d'autres. Il y a aussi des faillites organisées par la Fed, par des associations de banquiers qui m'ont mené aussi le monde à la ruine et puis au nazisme. Mais ça, c'est un peu trop vaste. Alors là, je vais plutôt me baser un peu sur l'OTAN, pas que sur ça, mais et sur l'ONU. Alors donc 48, manipulation des votes en Italie pour que les communistes n'arrivent surtout pas au pouvoir. Et 1950, comme vous le savez, ça c'est l'ONU, euh, bombardement de la Corée du Nord, sous plus ou moins faux prétexte. Donc après, eh bien, il y a une frontière qui est mise en place et on en est encore là aujourd'hui. Je crois que c'est 1 million et quelques de morts. Enfin, les combats sont terribles pour les pauvres Coréens. Et la moitié du pays est détruite. Et donc les Américains vont se précipiter, évidemment, pour leur prêter de l'argent et reconstruire. C'est toujours le même principe. Alors, 1953, ben ça c'est connu, c'est Mossadegh, premier ministre de l'Iran qui est renversé parce qu'il n'est pas tout à fait pro-américain. Et l'Iran va être un souci comme ça pour les Américains, parce que c'est un pays qui est un peu rebelle vis-à-vis de l'Occident. Alors on met un autre fantoche à la place, on donne plus de pouvoir au Shah d'Iran aussi, et le problème, on pense que le problème est réglé. Il s'agit d'arriver facilement au pétrole de l'Iran et au gaz de l'Iran et du détroit d'Ormuz, etc. Alors, c'est toujours des histoires de ressources, hein. Il n'y a pas de ressources ou de prêts bancaires. Qu'est-ce que j'ai noté? 54, renversement du pouvoir au Guatemala. Cette fois-ci, c'est un peu des régimes bananiers, c'est-à-dire de grosses entreprises de production de jus de fruits exotiques, etc. Et des conserveries où les Américains ont des grosses actions. Et donc on va renverser ce gouvernement pour mettre un gouvernement à la place qui favorise sur le plan financier les entreprises américaines et qui engraisse les actionnaires américains. Euh, alors ça c'est oui, c'est 61, c'est le renversement de la baie des cochons, puisque dans les années 50, devant la corruption dont était victime Cuba, eh bien, le dictateur Batista est chassé et c'est Fidel Castro qui prend le pouvoir. Donc gouvernement communiste qui ne veut plus rien avoir à faire avec les États-Unis. Mais dans leur environnement immédiat, ils ne supportent pas la contestation et de ce fait-là, eh bien, vont essayer de débarquer à Cuba, dans la baie des cochons. Le problème, c'est qu'au bout de 2 3 jours, leur armée est faite prisonnière et c'est la honte pour les États-Unis. Un petit pays comme ça, comme Cuba, qui les bat à plat de couture. 1964, dans la baie du Tonkin, un certain destroyer, destructeur de sous-marins, se fait attaquer. Il a une balle de mitrailleuse lourde dans la carlingue et ils disent que c'est un sous-marin nord-vietnamien qui les a attaqués.
fourni par la Chine, le sous-marin. Donc ça c'est, je crois, le 4 août. Et le 6 août, un deuxième destroyer arrive et les deux prétendent s'être fait attaquer. Alors maintenant, on sait que c'est complètement faux, c'est inventé, il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors c'est le prétexte pour mobiliser l'armée américaine et pour aller envahir le Vietnam, le Sud-Vietnam. Et la guerre du Vietnam débute comme ça. Le Vietnam a surtout un intérêt stratégique pour lutter contre le communisme qui est en train de s'étendre dans la région. Et l'Amérique va intervenir. 73 au Chili, ben, on veut récupérer des métaux précieux, des différentes ressources. Et comme à Cuba, le président qui a été voté s'appelle Salvador Allende. Il est de gauche, il est socialiste communiste. Donc ça, ils ne supportent pas en Amérique du Sud, dans leur environnement immédiat. Ils organisent une révolution, les services secrets américains, la CIA, et la révolution aboutit. Et ils mettent Chili, ils mettent comment dire, le général Pinochet à la place, qui est dévoué corps et âme aux États-Unis. Les opposants politiques sont exterminés d'une façon horrible, jetés dans le Pacifique avec des hélicoptères. Comme ça, les corps disparaissent et les familles n'arrivent pas à faire le deuil. Et le Chili devient complètement pro-américain. Alors, 1979, soutenu par les Moudjahidines, la révolution, la guerre en Afghanistan commence. Les Moudjahidines sont armés par les Américains contre les Russes, parce que ça faisait plusieurs années que pour des raisons religieuses et autres, c'est des musulmans très guerriers dans ces montagnes là-bas du Pakistan et de l'Afghanistan. On commençait à aller faire le bazar côté URSS, parce qu'il y avait des régions donc, de l'URSS qui étaient musulmanes et qui étaient frontières avec le Pakistan. Donc il y avait infiltration de Moudjahidines. Donc les Russes finissent par intervenir pour essayer de rétablir la paix, pour que ça ne s'embrasse pas dans toute la grande région. Et les Américains, évidemment, soutiennent les Moudjahidines. Donc de 80 à 88, eh bien, nous avons une guerre, la première guerre d'Afghanistan contre les Russes, et les Russes finissent par connaître une défaite grâce aux armes américaines. Alors, de nouveau, je reviens un peu en arrière, la même année que débute la guerre d'Afghanistan, un pays voisin de l'Afghanistan, l'Iran, entre en révolution et le pays devient islamiste. D'où la contamination pendant la guerre de l'Afghanistan sur le plan islamiste fanatique. Enfin, c'est là que ça commence. Alors, c'est l'Oumma, vous savez, c'est un peu comme l'OTAN des musulmans, dès qu'il y en a un qui a un problème, les autres doivent aller aider. Alors, toujours 79, en Irak, décidément, la grande région, là, c'est chaud. Saddam Hussein accède au pouvoir et immédiatement, pendant son premier speech, il fait sortir ses opposants politiques et il les fait quasiment tous exécuter, des gens qu'on ne reverra plus jamais. Et tout ça avec l'aide des Américains. C'est un pouvoir qui est extrêmement féroce et violent dès le départ, pas comme toujours dans ces régions-là, comme depuis 1400 ans. Et on est féroce, on se coupe la tête, on se massacre entre familles, etc. Et tout ça avec le bon vouloir des Américains. Bah, tout de suite après, l'année d'après, les Américains organisent une petite guerre contre l'Iran qui a commencé à ne plus vouloir trop leur vendre du pétrole ou du gaz.
Et dans le détroit d'Ormuz, ça chauffe là-bas. Donc ce qui se passe, c'est que les Américains se disent, ben, on va déstabiliser les Iraniens. Et le Saddam Hussein est armé par les États-Unis pour lutter contre l'imam Khomeini, pour essayer de le dézinguer là-bas, l'autre là-bas. Bon, ça ne fonctionne pas. 1 million et quelques de morts pendant 8 ans, de 80 à grosso modo 88 aussi. Ça peut la même durée que la guerre d'Afghanistan. Et là, l'Empire, il perd. Donc, dette de guerre de Saddam Hussein, difficulté à peut-être rembourser, bien qu'il y ait beaucoup de pétrole en Irak. Et à peine la guerre avec l'Iran terminée, il va se précipiter sur le Koweït. Donc, il y a une certaine April Glaspie. April Glaspie, c'est la secrétaire d'État, je crois, américaine, ou l'ambassadrice, je ne sais plus. Et celle-là, elle dit à Saddam Hussein, écoute, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, tu peux aller envahir le Koweït. L'autre, évidemment, le fait. Il s'empare des puits de pétrole et de tout ce que vous voulez. Et à peine il le fait, il l'a fait. Hurlements, cris d'effroi aux États-Unis. La démocratie est attaquée. Le fait des pays de pouvoir disposer d'eux-mêmes est attaqué. Violation de frontières, c'est un crime contre l'humanité. Méchant Saddam Hussein. Et Saddam Hussein se trouve face à une coalition internationale. Il n'en croit pas ses yeux. Mais il dit, il y a April qui m'a dit il y a quelques mois que je pouvais envahir le Koweït. Ah oui, mais bon, April, elle est un peu nulle, et ça peut tromper, c'est pas du tout ce qui était prévu. Hein, nous, on est pour la démocratie, tout ça. Hein. Donc, résultat, bah, de nouveau, des milliers et des milliers de morts. Et donc, il y a un embargo sur l'Irak qui va causer la mort de 500 000 enfants irakiens, organisé par Madeleine Albright, qui va être médaillée à droite, à gauche, par devant, par derrière, etc. Et on va dire que c'est une des plus grandes politiciennes des États-Unis, et elle a tenu tête à l'Irak, et ainsi de suite. Tout ça pour pouvoir, pour des histoires de prix de pétrole. Hein. Donc, 1999, cette fois-ci, quelques années après, je saute peut-être un ou deux pays qui étaient entre guillemets incendiés, massacrés, et ça, c'est pas un problème. Donc, il y a Joschka Fischer et Schröder, chancelier allemand, bombardent la Serbie parce que la guerre de Yougoslavie vient de commencer. Alors comment est-ce que c'est possible que l'Allemagne se mette à bombarder la Serbie? Ben, c'est tout simplement parce que on a montré des fausses images de Bosniaques, des réfugiés bosniaques. On a dit qu'en fait c'était des prisonniers croates qui étaient dans un camp de concentration. Un camp de concentration serbe. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de camp de concentration serbe. Mais on a inventé ce mensonge. Alors, on a peut-être pris un ou deux réfugiés bosniaques qui étaient malades, qui avaient le cancer et qui étaient tout maigres, et on en a fait une pseudo-victime de camp de concentration. Il manquait plus que vous savez, les étiquettes qu'ils mettaient en 42, 43 là, et le pyjama rayé, et puis c'était bon, l'image à passer. Vous voyez à quel point ils sont manipulateurs, tous ces... Donc, intervention de l'Allemagne avec armes fournies par les États-Unis. Le marché est décidément très juteux, et on peut toujours trouver des prétextes pour vendre les armes. Alors,
Donc, 2001, ben, le 11 septembre arrive, je ne vais pas m'étendre là-dessus, prétexte pour aller détruire quelques pays. Et attention, hein, ceux-là qui ont fait ça, ils vont payer, hein. Moi, mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je ne demande pas aux gens d'y croire. Je pense que les islamistes ont réellement organisé ces attentats du 11 septembre, mais ils ont tout simplement, les Américains le savaient que ça allait avoir lieu, ils ont laissé faire. Moi, je vois ça que comme ça. Donc on a raconté qu'ils ont explosé eux-mêmes leurs immeubles, etc. J'ai un copain d'enfance qui est spécialiste de ces, comment dire, de l'effondrement d'immeubles anciens, c'est-à-dire il pose la dynamite dedans. Il m'a dit qu'il aurait fallu des mois de travail avec des centaines de bonhommes pour poser les charges, etc. C'est infaisable. Et si on fait ça au moment de la construction d'un immeuble, ben, ce serait trop dangereux. Si par exemple il y avait le feu, l'immeuble exploserait forcément, hein. Alors ce que vous voyez, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est la pression qui vient des 60 tours d'ascenseur qui étaient dans l'immeuble. Et il y avait à Caen, au monument, comment ça s'appelle, le, c'est pas monument pour la paix. Oui, enfin, c'est ouais, le Centre mondial de la paix. Il y avait une exposition sur les pièces les plus marquantes du 11 septembre qui ont été ramenées à Caen par bateau. Ils ont fait une exposition. Notamment, il y avait à l'entrée, je me souviens, une voiture de police américaine qui avait un bloc de béton sur elle. Ils avaient laissé tout ça, la chambre d'une hôtesse et ainsi de suite. Et j'ai demandé il y avait une sorte de guide qui surveillait. J'ai demandé à cette dame-là, mais c'est quoi ces clés là, dans une grande boîte de verre? Ben, elle m'a dit, il y avait dans les deux tours, il y avait 60 cages d'ascenseur. Donc ces 60 cages d'ascenseur, ben, quand la tour s'est effondrée, forcément la pression est sortie sur les côtés et vous avez l'impression que ça explose. Alors que c'est un phénomène tout à fait explicable scientifiquement. Voilà, donc bref, je ne suis pas là pour ça, mais ça c'est mon opinion à moi. Donc, suit l'intervention en Afghanistan, euh, et puis des milliers de morts, et des centaines de milliers de morts. La deuxième intervention en Irak, des centaines de milliers de morts, et ainsi de suite. Alors, il y a la Somalie encore, il y a toutes sortes de pays comme ça où ils sont intervenus. Pays très intéressant, après les années vers 2010, 2009, ils se rendent compte que la Grèce regorge de gaz et de pétrole, et comme par hasard, via des fonds américains, on va prêter de l'argent à la Grèce à n'en plus savoir quoi en faire, et au bout d'un moment, on retire le tapis, c'est ce qu'ils ont fait déjà en Argentine en 2001. On retire le tapis en montant les taux d'intérêt, le pays ne peut plus payer, il fait faillite, et après on fabrique des sociétés écrans et on exploite tranquillement le gaz. Voilà comment la Grèce, ce n'est pas la seule cause, mais je pense que c'est une des causes de sa ruine. Gaz de la mer Égée, pétrole de la mer Égée, ben, ça attire les vautours, hein, il n'y a pas à se poser de questions. Alors au Venezuela, ils ont encore fait mieux. Ils ont ruiné le pays, comme vous le savez, les gens sont presque devenus anthropophages, tellement des personnes avaient faim, une famine et une pauvreté sans précédent organisée au Venezuela. Le Venezuela, sous menace militaire, avec le pistolet américain sur la tempe, eh bien, n'a pas le droit de raffiner son propre pétrole.
Le pétrole est extrait par le Venezuela, il doit le vendre aux États-Unis par contrat extrêmement juteux pour les Américains pour une bouchée de pain. Il est transporté via des pétroliers sur la côte est des États-Unis et il est raffiné là-bas. Là aussi, c'est du vol. C'est du vol permanent pour ces gens-là. Alors, guerre en Syrie, bah, ils interviennent de nouveau. Irak, j'avais noté quelque part, là, 1 million de morts. Donc 2011, printemps arabe, qui sont dus, le déclenchement est dû à, comment dire ça, des flux d'air chaud qui stationnaient sur l'Iran, l'Irak, etc., sur l'Orient, et sont remontés par-dessus l'Oural et retombés côté russe et ont brûlé les récoltes. Et la même année aux États-Unis, c'était pareil. Donc augmentation du prix du blé. Et comme dans ces pays-là, ben, une grande partie du salaire est consacrée à la nourriture, et ben, les gens n'avaient plus de quoi se nourrir, les plus pauvres, et révolte des pays arabes. Donc d'où donc guerre civile, enfin tout ce qu'on connaît, hein, guerre en Syrie. Donc la Syrie possède aussi du pétrole et donc on va organiser une révolution et une guerre civile en Syrie, probablement dans le but de s'emparer du pétrole. Et les Russes commencent à se rendre compte que toutes ces guerres du pétrole commencent à leur porter préjudice. Et ils vont finir, comme vous le savez, par intervenir en Syrie. Mais avant, Daesh est fabriqué par les services secrets américains et armé, puisque les Américains vont investir 1 milliard de dollars dans Daesh. Il faut bien fournir les armes. Hein. Alors, ben là aussi, ça fait 300-400 000 morts. C'est pas pour rien que j'ai dit que Obama, Clinton et George W. Bush ont provoqué la mort de 7 millions de personnes. Je ne parle pas des autres présidents avant. Hein. Donc, après, ben, ce qui va se passer, ils vont tenter de s'accaparer l'Ukraine. Faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est aussi avoir des contrats juteux pour pour la vente de blé. Ce sont les terres les plus arables du monde. Hein. 7 mètres de terre végétale, il y a tout qui pousse, et surtout donc les céréales. Et la Russie a plus de mal à faire pousser ces céréales parce que jusqu'à présent il fait relativement froid en hiver, et donc elle a un peu plus de mal, et elle rachetait aussi des céréales à l'Ukraine. Tout ça, enfin, c'est le grenier à blé du monde, hein, plus la Corn Belt aux États-Unis. Donc comme les États-Unis, avec le Covid, etc., se sont ruinés, ils commencent à lorgner de plus en plus sur l'Ukraine, et il fallait organiser quelque chose là. Bon, Maïdan, c'est avant le Covid, bien sûr. Hein. C'est en 2014 que ça commence, pendant il me semble que c'est les Jeux Olympiques de Sochi, si ma mémoire est bonne. Et donc, révolte organisée. On a investi 5 milliards de dollars dans cette révolte. Fournir la logistique, fournir des armes, au cas où il y aurait une guerre civile, et ainsi de suite. Il faut quand même préparer toute une logistique derrière. Et révolution orange. Alors les révolutions de couleur, les Américains sont spécialistes, et c'est toujours, on se bat, liberty, freedom. Vous trouvez toujours ces panneaux, même en Chine, hein. C'est toujours des panneaux anglo-saxons. Il faut que tout le monde puisse les lire sur la planète. On organise ça, et évidemment ça échoue, puisque Poutine commence à sentir le roussi. Et avant les Américains, ben, ils s'emparent de la Crimée pour continuer à avoir un accès, comme vous le savez, aux mers chaudes. Et il faut absolument un port pour les Russes.
Et voilà où on en est arrivé, et donc ça n'a fait que continuer depuis 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais faire très vite, pendant quelques secondes. Eh ben, tout de suite, il fallait vendre des armes aux États-Unis, aux Ukrainiens, pardon, couper le gaz russe, couper le pétrole russe. Maintenant, on leur a interdit de vendre du blé. Je ne vous dis pas le bordel que ça va faire dans le monde entier. La Troisième Guerre mondiale va commencer par ça. 14 pays, donc, autour de la Russie, euh, ont pu faire partie de l'OTAN. Alors que c'était des négociations avec les Russes depuis 8 ans pour que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN parce que c'est un pays trop grand. C'est combien? 50 millions d'habitants, je crois. Mais ils voulaient quand même le faire, les Américains. C'est provoqué, les Russes les ont menacés X fois, mais on le fait quand même. Donc c'est que c'est bien une volonté de la part des Américains. C'est ça que je vais vous expliquer. Malheureusement, c'est toujours des pauvres populations qui souffrent. Et le discours américain derrière, il est très pathétique. C'est les pauvres victimes, victimes de la, comment dire, de la prédation russe, victimes évidemment pas des Américains ni de la CIA. Ils sont victimes de la folie de Poutine. Bien sûr, il est devenu fou, Poutine. Biden, il n'est pas sénile, non? Obama, il a tué personne. Il a même eu le prix Nobel de la paix. Voilà comment je trouve, moi, qu'on se fout de la gueule du monde. C'est pas possible. Et ça continue. Et les peuples sont ingénus. Ils croient tout ce qu'on leur raconte. C'est impressionnant le nombre de personnes autour de moi qui ne se souviennent pas de ça, qui ne se sont pas intéressés à ce que je viens de dire, qui marchent dans la combine par idiotie, par imbécilité. Moi, évidemment, si des Ukrainiens viennent demain me demander à manger, je vais leur donner, comme j'ai aidé des réfugiés de toutes sortes, ne serait-ce qu'en leur payant un repas. Je ne suis pas musulman, je trouve que l'islam, c'est une religion qui est extrêmement destructrice partout où elle se trouve. Ils n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est une évidence depuis 1400 ans. Mais la personne musulmane, je ne vais pas l'agresser pour ça, je vais l'aider, ça c'est évident. Voilà, merci de m'avoir écouté aussi longtemps. J'espère que je vous ai un peu clarifié la situation. Et vous allez me dire, ça, qu'est-ce que ça a à voir avec Zemmour? Mais c'est que tout simplement, il faut que vous compreniez pour qui vous devez voter, comment voter, voter pour le moins mauvais, parce que la situation est devenue tellement tendue que je pense que personne n'arrivera à revenir en arrière. Il faut juste savoir euh, si on peut arriver à freiner avant de rentrer dans le mur. Voilà, voilà où est la problématique en ce moment. Merci beaucoup. À la prochaine.